Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 8h38 sur Sud Radio. Tout de suite, on accueille notre invité politique, Yan Chantrel. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes sénateur socialiste des Français établis hors de France. Vous êtes aussi vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et du Sport au Sénat. On va évidemment parler sport avec vous dans quelques instants. Avant ça, vous êtes des Français établis hors de France. Vous étiez établi dans le Canada, vous, pour ce qui vous concerne. Absolument. Comment on suit les Jeux Olympiques de Paris dans votre circonscription? Alors dans le monde, puisque moi je représente au Sénat les Français qui sont établis dans le monde entier, et je peux vous dire les messages que je reçois, c'est un message de fierté de nos compatriotes partout dans le monde, puisque ces Jeux Olympiques sont évidemment une réussite. Très satisfait aussi dès la cérémonie d'ouverture finalement qui a vraiment lancé, qui a été un moment... Alors ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait polémique aussi. Est-ce que ça a choqué? Tiens, dans le monde, oui, ça a choqué. Non, ça a pas choqué. Je pense qu'il y a eu une fierté parce que ça a donné une belle image de la ville. D'ailleurs, c'est la première fois que c'est en dehors d'un stade, ce qui a pu donner un éclairage vraiment magnifique de la ville de Paris et de mettre en avant notre culture aussi dans sa diversité. Alors je sais que cette diversité ne plaît pas à tout le monde, mais c'est une réalité française Bien également. Sûr. Et d'où le sens de ma question. Est-ce que ce qu'on a montré pendant cette cérémonie d'ouverture, bon, les sondages disent qu'une grande majorité des Français ont apprécié la cérémonie, quoi qu'on en pense. En revanche, dans certains pays, ça a beaucoup choqué. Le pape a critiqué, par exemple, la scène représentant justement le dernier repas du Christ. D'après lui, en tout cas, on a eu d'autres pays qui ont fustigé ça. Viktor Orban très critique en Hongrie, en Russie, je vous en parle même pas. Bon, on a choqué. Oui, vous prenez l'exemple quand même de régimes plus ou moins autoritaires, on va dire. Ouais. Et donc que eux, ça les choque, c'est plutôt une belle chose, puisque nous avons mis en avant justement l'universalisme français, la diversité française. C'est la réalité. Et ce qui a été perçu, c'est comme tel. C'est vraiment l'image de la France. Alors par contre, entre l'image qui est donnée de cette diversité et la réalité dans notre pays par rapport aux inégalités qui font place dans notre pays, qui sont importantes, et les discriminations, ça c'est un autre sujet, bien évidemment. Mais moi j'en étais très fier, j'étais très ému justement par rapport à cette cérémonie, je pense qu'elle a été belle, ça a été un beau lancement, et puis ça a continué ensuite avec nos athlètes, bien évidemment. Justement, la France qui vient de décrocher une nouvelle médaille d'or, deuxième semaine, on va pas se mentir, beaucoup plus difficile que la première, on s'y attendait un petit peu, on gagne beaucoup moins de médailles, mais on a quelques finales qui se profilent, donc c'est déjà ça. Quoi qu'il en soit, certains athlètes ont été assez critiques. Je prends par exemple Florent Manodou qui nous explique que la France n'est pas un pays de sport. Regardez, on est décroché par l'Australie au classement des médailles. Pourtant, l'Australie est beaucoup moins peuplée que la France. Comment on explique que certains pays performent beaucoup plus que nous ? Bon, alors après, je sais que c'est une habitude française de s'auto-flageller. Quand on regarde les autres, quand on se compare quand même, on a quand même un bon classement. On a quand même gagné, même en dehors des Jeux Olympiques, on est quand même une grande nation de sport, de football. On a gagné 2 fois la Coupe du Monde. On a gagné au hand aussi une multitude de types. On est une grande nation de sport. Il faut quand même en avoir conscience parmi les nations de sport. Certains athlètes disent le contraire. Alors, après, est-ce qu'il pourrait y avoir plus de choses qui sont faites justement pour pouvoir accompagner les athlètes? D'ailleurs, beaucoup d'athlètes, et j'en suis le témoin, vont des fois effectivement à l'étranger aussi, vont aux États-Unis aussi pour pouvoir franchir un cap. Pourquoi ils ont besoin de franchir un cap? Pour pouvoir franchir un cap, des fois c'est des caps aussi mentales. Parce qu'il y a aussi toute une préparation globale, mais l'INSEP ici a énormément travaillé. J'ai pu visiter leur site. Il y a eu un gros travail aussi de la part de la France là-dessus. Mais je pense qu'il y a certains éléments sur lesquels nous avons un peu de retard, effectivement. Je pense sur la préparation mentale. Même tout ce qui est politique de santé mentale en général en France est quelque chose de tabou, de peu abordé. Donc, on est très sportif, mais trop fragile psychologiquement. C'est pas forcément en termes de fragilité, mais l'aspect mental dans le sport est déterminant, est important. On voit les très grandes sportives, je vois Djokovic, des gens comme ça, des personnes qui sont très préparées mentalement, et c'est peut-être sous-estimé, je dirais, en France. Donc il manque quelque chose qu'on va peut-être aller chercher dans d'autres pays. Par exemple, si je prends ce qui s'est passé en handball, alors l'équipe de France de handball, c'est quand même, elle a dominé ce sport pendant presque 20 ans. Il reste quelques secondes, elle est devant, elle doit juste garder la balle, elle la perd, les Allemands égalisent, à la fin ils gagnent. Ça, c'est mental? Oui, effectivement, ça peut être mental. Ça peut être aussi, après, c'est la préparation. Après, il faut voir qu'aussi, je prends l'exemple nord-américain que je connais le plus. Il y a des universités qui préparent, il y a même des bourses qui sont données, c'est des universités qui coûtent très cher, où il y a tout un travail qui est fait dès le plus jeune âge. Je pense que ça, c'est ce qu'il faudrait que nous renforcions justement dans notre pays, pour pouvoir avoir un accompagnement beaucoup plus important. Alors les collectivités territoriales,
font énormément également au niveau du sport. Elle finance les équipements souvent. Voilà, exactement. Mais il y a aussi renforcer l'attractivité du sport. Par exemple, c'est difficile de gagner sa vie quand on fait du sport. On va pas se mentir. Sauf quand on est footballeur de haut niveau, mais on parle que de ceux qui sont millionnaires. Absolument. Il y en a beaucoup qui la gagnent très mal. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, alors même que la polémique avait été lancée par David Douillet, Bruno Le Maire dit qu'il ne faut pas que les primes des athlètes soient fiscalisées. Pourquoi on a attendu les Jeux Olympiques pour se dire finalement faut peut-être pas imposer les athlètes? Oui, je pense qu'au-delà de l'imposition même des athlètes, parce que c'est normal que tout le monde participe aussi à l'effort collectif, on est tous à égalité, mais c'est vrai qu'il y a des sports qui ont plus de mal que d'autres, parce qu'ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas reconnus, il n'y a pas beaucoup de licenciés également. Je vous prends l'exemple, j'ai vu un match récemment du hockey sur gazon. L'Allemagne, c'est des milliers de licenciés, nous c'est très peu. Donc il y a des sports qui sont très peu développés. Et si la pétanque était un sport olympique, on serait sûrement champion olympique multiples fois, alors que ça n'existe pas ailleurs. Mais l'imposition des primes. Mais l'imposition des primes, après ça c'est un sujet. Est-ce que vous êtes favorable? Après, tout dépend, parce que quand on gagne beaucoup d'argent, qu'on gagne des millions, je suis désolé. Non mais d'accord, mais là on parle des primes des Jeux Olympiques. Est-ce que vous êtes favorable à ce que au fait que ce que gagnent les athlètes ne soit pas imposé? Moi je suis pas. Dans le cadre de ces JO. Moi je suis favorable à ce que tout le monde soit imposé quoi qu'il fasse. Il n'y a pas de privilège. Donc on n'est pas dans une société. Il ne faut pas de privilège. Non, il ne faut pas une société de privilège. D'ailleurs, quelqu'un qui gagne peu, c'est possible, ne paiera pas d'impôts. Parce que c'est déjà le cas en France. Il y a 50% de la population qui ne paye pas d'impôts sur le revenu parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment. Pour vous, ce n'était pas un scandale, contrairement à ce qu'a dit David Douillet, que les primes des athlètes au JO soient imposées. Non, c'est pas. Pour moi, ça n'est pas un scandale. Ce sera dit en tout cas clairement. Parlons politique désormais. Vous êtes, je le rappelle, sénateur socialiste. Est-ce que vous voulez toujours Emmanuel Macron nomme Lucie Castet à Matignon? Oui, non seulement nous le souhaitons, mais c'est ce qu'il devrait faire. Parce que c'est ce qui est fait dans tout régime démocratique parlementaire. Vous parlez du Canada, on pourrait parler également de l'Espagne, du Royaume-Uni, qui sont des régimes parlementaires. Qu'est-ce qui se passe? C'est passé pour Justin Trudeau qui est au Canada. Il n'a pas de majorité, mais c'est lui qui est arrivé en tête. Donc c'est lui qui a été en charge d'avoir la possibilité de former une majorité. À condition de tenir compte des autres partis pour arriver à faire passer des voix. Alors comment le faire si on ne même pas déjà la personne qui est arrivée en tête? Est-ce que vous pensez que la gauche est capable de faire des compromis avec les autres députés, quel que soit leur camp, dans ce cas-là, pour arriver à faire passer des lois? Alors déjà, pour pouvoir faire des compromis, la première étape, c'est de nommer la personne qui est arrivée en tête, la coalition qui est arrivée en tête. À partir de là, la personne est en charge de former un gouvernement qui peut tenir et qui n'est pas censuré pour faire passer des textes. C'est exactement ce qui s'est passé précédemment avec Emmanuel Macron, qui n'avait pas de majorité. Il a nommé la personne qui était en tête de son camp. Raison pour laquelle tout votre camp a qualifié la majorité précédente, je cite, de minorité présidentielle. Vous êtes vous-même une minorité encore plus minoritaire que la précédente. Et le but, c'est justement de construire des majorités de projets sur des textes sur lesquels ils sont demandés en faisant vivre le Parlement. C'est ça le Parlement. Moi, j'en fais partie. Donc après, avec qui? C'est des propositions. Il y a des propositions, à mon avis, qui peuvent rejoindre l'ensemble de la population et qui sont très populaires. Il y a l'augmentation justement des revenus, des salaires minimums notamment, qui est populaire également dans la population. Dans l'opinion publique, mais pas à l'Assemblée nationale. La taxation des superprofits, il y a même des personnes, des centristes, qui l'ont proposé aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Donc c'est une mesure qui peut Vous pourriez faire passer également le SMIC à 1600 € par exemple à l'Assemblée nationale, vous pensez? Oui, tout à fait. Vous pensez que vous pourriez aussi abroger la réforme des retraites? Ça, de toute façon, on peut le faire passer par un simple décret. De toute manière, au niveau du SMIC, c'est comme ça que ça se fait. Après la réforme des retraites, dans la population, il y a une majorité. Si Emmanuel Macron a été sanctionné, c'est en grande partie à cause de ça, de sa politique brutale, néolibérale qu'il a pratiquée. Vous avez une majorité également pour abroger la réforme des retraites. Et pourtant, aujourd'hui, le régime des retraites est davantage en déficit qu'il ne l'était à l'époque de la réforme. Il y a d'autres moyens de pouvoir, justement. Il y a déjà les cotisations sociales. Augmenter les cotisations. Il y a la possibilité de revoir notre système. Vous savez, je pense que... Vous venez de parler... Non, mais c'est important. On a parlé de pouvoir d'achat. Augmenter les cotisations. Vous venez de dire qu'il vaudrait mieux augmenter les cotisations des Français, retraite. Des Français qui ont le plus, qui bénéficient le plus. Parce que quand vous regardez nos mesures, 90% ne touchent pas les Français, c'est 10% les plus riches. Et pour ça, il vous faudrait une majorité. C'est une réforme des retraites en tant que telle. Et vous ne l'avez pas, cette majorité. C'est une réforme derrière, mais déjà, il faut commencer par abroger parce que c'est ce que souhaitent nos compatriotes. Et après, il faut revoir aussi les temps de travail. Moi, je considère que les métiers les plus pénibles, et il y en a qui sont très pénibles, où vous devriez même partir avant. À 55 ans, et vous pouvez partir plus tard quand vous faites un métier. Potentiellement, il y a des métiers, peut-être le vôtre, vous ne souhaiterez jamais partir à la retraite. Donc ça veut dire... ça peut être tout à fait votre droit. Il faudra bien que j'y passe à un moment, mais ça veut dire que si Lucie Castet arrive à Matignon, une des premières choses qu'elle devrait lancer, ce serait une réforme des retraites, une énième réforme des retraites. C'est pas une énième réforme des retraites.
Une réforme, déjà, c'est d'abroger celle qui était inégalitaire, des possibilités. J'appartiens à une génération qui a passé son temps à voir des manifestations contre des réformes des retraites. On ne sait même pas à quel âge on partira à la retraite à un moment ou à un autre. Parce que ça a toujours été des réformes des retraites injustes, qui a toujours fait peser d'ailleurs sur ceux qui ont le moins. Quand je vois, en parlant des retraites, c'est un vrai sujet. Moi, je vois beaucoup de nos compatriotes qui partent de France, qui vivent notamment en Afrique, parce qu'ils ne peuvent pas subvenir de leurs besoins avec les petites retraites qui touchent. Donc ils sont obligés de partir dans un pays où éventuellement ils auront un peu plus de pouvoir d'achat et de pouvoir de vivre. Et en attendant, il vous faudra, quoi qu'il en soit, pour arriver à travailler sur ces sujets-là, une majorité qui, pour l'instant, il faut bien le dire, construire, mais ça c'est l'avis du Parlement. Justement, c'est l'avis du Parlement. Imaginons que Emmanuel Macron nomme quelqu'un d'autre à Matignon. Tiens, pourquoi pas Xavier Bertrand, président de droite de la région Hauts-de-France, prêt à relever le défi, la droite plutôt sociale, il faut bien le dire, qui a su dans le passé travailler avec la gauche dans sa région. Vous seriez prêt à travailler avec un gouvernement ? Non, absolument pas, parce que ça serait une insulte déjà au vote des Français de nommer une personne qui est ici d'un groupe ultra minoritaire, qui fait une quarantaine de parlementaires. Et mais à la limite, il fera moins de jaloux. Donc automatiquement, ça ne serait pas respectueux. À partir du moment où le président de la République ne respecte pas. Il a dissous l'Assemblée nationale dans la foule des élections européennes. Il y avait une urgence, a priori, à clarifier. L'urgence, il n'y a plus d'urgence puisque ça fait plus d'un mois qu'on attend justement qu'il nomme... il a promis de le faire à la mi-août, on en approche. S'il nomme quelqu'un qui n'est pas de gauche, qu'est-ce que vous ferez ? Clairement, nous ne soutiendrons pas. Nous ne soutiendrons rien de cette personne. Mais qu'est-ce que vous ferez ? Comment vous empêcherez Emmanuel Macron de nommer quelqu'un d'autre qu'un représentant de la gauche ? Vous avez les motions de censure, il y a le budget qui va arriver. Donc si jamais ce budget n'est pas corrélé à ce que nous avons défendu et les propositions que nous faisons, parce que vous savez, au Parlement, c'est très simple. Nous faisons des propositions d'amendement, nous déposons des propositions. Si ces propositions sont adoptées, ce sont les nôtres, donc nous les soutiendrons. Donc Lucie Castet ou personne, et le programme du Nouveau Front Populaire ou rien d'autre ? Alors c'est le programme de Nouveau Front Populaire, la base, qui après peut être discuté, amendable sur les points justement. Vous êtes sûr que la France Insoumise est prête à le discuter et à l'amender ? L'amender dans le sens, c'est défendre ce qui fait consensus et qui a la possibilité de passer. Est-ce que vous êtes vraiment certain que Jean-Luc Mélenchon soit un homme à chercher le consensus ? Je suis absolument certain que l'ensemble des membres du Nouveau Front Populaire souhaitent qu'on fasse adopter Jean-Luc Mélenchon la plupart de notre programme. Ils n'ont pas dit la plupart, ils ont dit tout le programme. C'est ce qu'il a dit quelques minutes après le résultat. On fera en sorte que le maximum. Mais vous savez, pour vivre le Parlement au quotidien, c'est des négociations de toute façon en permanence, de faire passer Donc vous des pensez amendements. Que Jean-Luc Mélenchon... Mais c'est pas au rabais. Attention, négociation ne veut pas dire au rabais. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise seraient prêts à négocier ? Vous les appelez à le faire ? Moi, je pense que la France Insoumise et tous les acteurs du Nouveau Front Populaire, ça s'appelle pas faire des compromis, ça s'appelle faire adopter son projet. Non, mais faire adopter son projet, pour le faire adopter, il faut que les gens le votent. Et vous savez, le Parlement, c'est aussi un lieu de conviction, de convaincre. Oui, non mais d'accord. Est-ce que vous pensez vraiment que les Insoumis ont envie de convaincre les macronistes de voter pour leur programme ? Mais je pense qu'il y a des macronistes peut-être qui voteront pour les mesures de gauche que nous proposons, puisque eux-mêmes ont été sanctionnés une grande part. La politique du président de la République a été sanctionnée et je pense que... On n'a jamais vu les députés d'un parti voter pour les mesures du parti d'en face à chaque fois qu'ils avaient perdu les élections. C'est pas comme ça que ça marche. On est dans une configuration très particulière. Donc vous espérez que quelque chose d'inédit, voire de bizarre se produise. À situation inédite, je pense qu'il y a des possibilités inédites, effectivement. Dernière question, vous représentez l'ensemble des Français établis hors de France, dans le monde entier. Il y a beaucoup de Français qui sont établis en Israël. On craint une attaque iranienne contre l'État hébreu. Si jamais cette attaque se produit, est-ce que la France doit défendre Israël, soutenir Israël, comme la dernière fois au mois d'avril dernier, quand l'armée française avait abattu quelques drones iraniens qui visaient l'État hébreu ? Je pense que, bien évidemment, Israël est un État démocratique. Toute attaque qui pourrait être faite contre elle, il doit être protégé, bien évidemment. Et nos ressortissants, et c'est le cas, même dès qu'il y a eu l'attaque du 7 octobre, il y a eu France a permis, en plus à des ressortissants français, à revenir également en France, donner la possibilité aussi à nos ressortissants qui sont en danger, de pouvoir également être rapatriés et revenir en France. La France doit soutenir Israël en cas d'attaque iranienne, quoi qu'il arrive. Bien évidemment, en cas ce sera le mot de la fin. Oui, en tout cas. Merci beaucoup Yann Chantrel, sénateur socialiste des Français établis hors de France. Il est 8h52 sur Sud Radio.